Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie Estella. Bonjour Nathalie. Bonjour Roland. Alors Nathalie, vous êtes executive coach, vous êtes professeur affilié à l'ESCP et en préparant cette masterclass, vous nous avez donné cette phrase très inspirante de Lao Tse. Un leader excelle lorsque les gens savent à peine qu'il existe. Quand son travail est accompli, son objectif atteint, tous se disent « on l'a fait nous-mêmes ». Eh bien, c'est ce leadership de transformation que nous allons essayer de décortiquer avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, un grand merci à tous de votre fidélité. Vous êtes formidables. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 400 inscrits pour cette nouvelle masterclass de l'excellence commerciale. La semaine dernière, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir Nicolas Bergerot, qui a la vocation de remettre les Français au fourneau et qui nous a montré comment, dans les meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs, les étudiants avaient envie de retrouver le sens du concret, le sens du réel, et prenez pour exemple des dizaines d'étudiants qui passent leur CAP de pâtisserie et de cuisine à HEC et à l'école polytechnique. Je vous invite à revoir le replay si vous n'avez pas pu assister à la masterclass de Nicolas, qui était très inspirante et passionnante. Alors, rapide point sur qui nous sommes. Incentive, c'est une entreprise française. Incentive est une plateforme de gamification et de coaching des réseaux commerciaux pour dire à vos équipes have fun, sell more. Have fun, sell more. Et pour avoir du plaisir à vendre et pour vendre plus, eh bien, il faut avoir des outils qui soient bien intégrés, qui soient simples pour onboarder, former, animer, évaluer et coacher son réseau commercial, que ce soit un réseau de vente directe ou un réseau de vente indirect. Nous travaillons aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans 9 langues, dans des univers variés, comme vous pouvez le voir. Et Incentive est le seul éditeur logiciel au monde à s'engager financièrement sur l'atteinte des objectifs opérationnels fixés avec ses clients. Et à ce jour, nous avons contribué à 320 millions d'euros de croissance additionnelle pour nos clients. Voilà, la page de pub se referme et Pablo, je propose de nous faire un portrait de notre invitée Nathalie Estella aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour Nathalie, bonjour Roland. Du coup, comme le disait Roland, Nathalie Estella, vous êtes executive coach, consultante et facilitatrice de transformation, créatrice d'écosystèmes. Vous disposez d'une licence de lettres modernes, ainsi qu'un DESS en gestion des ressources humaines, un DEA en économie et sociologie du travail et un doctorat en stratégie des organisations. Vous êtes également formé au coaching, à la PNL, à la Gestalt et à la systémique. Après 15 ans de responsabilité RH en grand groupe, vous aurez construit une pratique singulière pour accompagner les individus et les organisations sur les sujets liés à la performance, l'innovation, la résilience et la viralité durable. Vous accompagnez des projets de transformation porteurs de sens. Enfin, vous exercez différentes formes d'accompagnement allant du coaching individuel et au collectif, au conseil en transformation, aux conférences et masterclass de dirigeants. Parallèlement à ces activités, vous êtes professeur affilié à l'ESCP Business School, où vous enseignez la transformation de soi pour transformer les organisations et vous dirigez le certificat accompagner la transformation des entreprises. Enfin, vous intervenez dans les grands groupes comme les startups, Reforest Action, Sodexo, EDF, Airbus ou encore Thales. Merci. Avec toute cette expérience, on va avoir beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Nathalie, tout d'abord, pour commencer, est-ce qu'on peut essayer de qualifier, de définir ce qu'on va appeler aujourd'hui la transformation des organisations? Est-ce qu'on peut mettre nos mains autour de ce concept de transformation? Oui, ça c'est un point vraiment important, Roland, et bonjour à tous également. Parce qu'en fait, tout le monde parle énormément de transformation et en réalité, la transformation, selon qui on parle et où on en parle, ça revêt des réalités extrêmement différentes. La plupart du temps, quand on parle de transformation, on parle de transformation digitale.
Aujourd'hui, et la fonction commerciale n'y échappe pas, l'enjeu de la captation, de l'analyse des data est au cœur de la transformation. L'idée, c'est de voir comment on peut booster ses ventes, son impact sur ses clients et plus généralement son écosystème via la captation et l'analyse des data. Pour exemple, aujourd'hui, Michelin ne vend plus des pneus, mais des pneus qui contiennent des data et donc ils vendent de la data dans les pneus. Donc aujourd'hui, c'est un renouvellement de business model qui est énorme, hein, simplement pour citer cet exemple. Donc il y a la transformation digitale. Autre point essentiel quand on parle de transformation, on parle souvent de transformation culturelle. Aujourd'hui, et durant cette période de crise ou de post-crise, je ne sais pas comment il faut l'appeler, la transformation culturelle est essentielle. Alors, il faut se remettre au fourneau, comme le disait votre intervenant la semaine dernière, mais plus globalement, il faut se remettre sur des business models de nature très différente pour pouvoir redémarrer ou maintenir et développer sa performance dans la plupart des secteurs d'activité. Donc, cette révolution et cette transformation culturelle, elle passe par un fonctionnement qu'on appelle plus écosystémique. On avait jusqu'à présent des gens qui, en entreprise, pensaient ce qu'il fallait faire et d'autres qui le mettaient en œuvre. Aujourd'hui, on sait qu'il faut faire, par exemple, avec ses clients dès l'amont. Aujourd'hui, la fonction marketing est totalement révolutionnée sur le fait que le temps qu'on finisse des analyses de besoins clients, en fait, ils sont passés à autre chose. Et tout ça bouge en permanence. Il y a une agilité dans l'écosystème qui nécessite que l'entreprise devienne elle-même très agile, ce qui suppose que la frontière entre l'entreprise et l'écosystème devienne de plus en plus osmotique, de plus en plus d'échanges entre l'entreprise et l'écosystème. Donc cette transformation culturelle, elle n'est pas facile, hein, puisqu'on a d'un côté les enjeux business court terme où il faut faire de la performance rapide et la transformation culturelle qui prend la plupart du temps beaucoup de temps. Et en réalité, la transformation, c'est une combinaison de tout un tas de petites transformations, mais à minima, il y a du digital et du culturel dedans. Donc cette transformation, elle vient plutôt de l'expérience client qu'il faut renouveler et elle a un impact sur l'expérience collaborateur, ou bien ce sont les nouvelles attentes, notamment des nouvelles générations qui ont vis-à-vis de leur management et de leur organisation des demandes spécifiques en termes de travail, en termes de coaching, en termes de reconnaissance, qui transforment le plus l'organisation. Finalement, une entreprise, est-ce qu'elle se transforme plus de l'intérieur ou est-ce qu'elle se transforme plus à cause des exigences externes? Super question, Roland. Merci. Évidemment, l'entreprise, comme elle est quand même conditionnée par la durabilité de son modèle en grande partie économique, elle a longtemps été ce qu'on appelle centré client, client-centrique, enfin voilà. Donc, pendant des années, on a fait le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de gens, à la fois des chercheurs hein, qui travaillent un peu hors sol et qui disent aux gens d'entreprise comment il faut faire, mais aussi des patrons d'entreprise. Et le premier de ces patrons, ça a été Vinit Nayar, qui est un Indien, donc c'est une culture différente, mais il a mis en place un certain nombre de pratiques dans son entreprise dont il a fait un livre qui s'appelle « Les employés d'abord, les clients ensuite », c'était très fort, pour dire que finalement, il y a un principe de base qui est la symétrie des attentions. Si l'on veut que nos collaborateurs s'adressent aux clients avec des manières renouvelées, avec des manières agiles, en étant totalement engagés, en étant disponibles aux clients, cela suppose qu'à l'intérieur de l'entreprise, on ait le même type de pratique vis-à-vis de ses salariés. Et donc, cette idée de création de valeur des salariés vis-à-vis des clients nécessite que les managers s'appliquent des modes de management renouvelés dans une proximité, une attention, un feedback régulier, un contact régulier. Et donc, cette symétrie des attentions, elle est vraiment au cœur de la transformation
Et aujourd'hui, on a tendance à dire, alors ça dépend des cultures d'entreprise et de leur niveau de maturité, hein, mais sans dire qu'il faut que ce soit d'abord l'extérieur ou d'abord l'intérieur, à minima, c'est de vraiment englober cette symétrie des attentions pour faire en sorte que ça tienne dans la durée. Alors là, on parle beaucoup d'humains, hein, la symétrie des attentions vis-à-vis des clients, vis-à-vis des collaborateurs. Mais quand on discute avec nos clients, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche, c'est transformation digitale. On a l'impression que tous les processus sont en train de s'automatiser. On voit des pans entiers de l'économie qui sont en train de se transformer. Avec, si je prends l'exemple de l'industrie pharmaceutique dans lequel on travaille beaucoup, en 10 ans, il y a la moitié des visiteurs médicaux en France qui ont disparu, hein, des postes de visiteurs médicaux en France qui ont disparu. Sans parler de tous les call centers qui progressivement voient leur processus automatisé, robotisé. Finalement, c'est une transformation humaine ou une transformation technique? C'est une transformation qui est technique et qui a de forts enjeux humains. Moi, j'ai dirigé pendant quelques années une chaire qui s'appelle l'usine du futur pour Safran et Michelin, dans lequel on voit bien que dans les processus de fabrication dans les usines, oui, il y a de la robotisation, oui, il y a de l'industrialisation de process très forte qui modifie et diminue le nombre d'emplois. Ça, c'est très clair. Mais en fait, tout l'enjeu, c'est de savoir comment on va combiner cette industrialisation et cette mécanisation d'un certain nombre d'activités avec certaines activités qui, tout ne peut pas être processé. Et puis, on a le secteur industriel dans lequel on va processer, dans la fonction commerciale, par exemple, la relation client, même si elle se digitalise, on le voit bien notamment dans le secteur bancaire, les grands groupes bancaires à la fois développent leur activité digitale, ils ferment un certain nombre d'agences, mais ils maintiennent quand même cette activité d'agence. Aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, dans l'agroalimentaire et le retail, même si on peut commander ses courses et se les faire livrer ou aller les chercher avec sa voiture parce qu'on les a commandées en digital, les magasins restent ouverts. Donc, il y a une transformation. Mais, et ça, il y a une structure qui s'appelle NetExplo, qui est un observatoire mondial des initiatives digitales, qui montre que, évidemment, la technologie a un côté décisif et elle est en train de bouger, notamment dans tout ce qui est intelligence artificielle et blockchain. Mais en fait, la grosse transformation est autour de l'usage lié à cette digitalisation. On voit bien que pour ceux qui sont allés très loin sur des aspects technologiques, aujourd'hui, l'image et l'impact de l'entreprise est également conditionné par un minimum de contact physique qui engage quand même des collaborateurs, quel que soit le secteur d'activité. Oui, on sent que dans beaucoup de secteurs, vous mentionniez le secteur de la banque de détail, qu'on connaît aussi bien, mais également dans le retail. Hein. Dans le retail, on voit que le grand succès aujourd'hui du retail, c'est le retail de proximité avec Franprix qui va dépasser les 1000 points de vente, les 1000 points de vente en France, et qui se développe finalement conjointement avec des services digitaux, plus digitaux de livraison à domicile extrêmement rapide. Donc, on a besoin à la fois de ce digital et puis de cette proximité humaine qu'on recherche maintenant dans tous les instants. Alors finalement, comment cette transformation va agir, va impacter l'entreprise demain? Comment est-ce que ça va impacter le travail? Comment est-ce que ça doit impacter l'organisation? Comment est-ce que les directeurs commerciaux qui nous écoutent doivent prendre en compte ces transformations dans leur propre mission de leadership? Alors, si on le résume, hein, pour simplifier quelque chose qui est quand même très complexe, on le voit, et qui a été rendu encore plus complexe par la crise que nous traversons, puisqu'on a un effet quand même très fort inhérent au fait que, comme on travaille tous dans des formules hybrides dans lesquelles
le travail à distance et donc digitalisé a pris beaucoup d'importance, en fait, il y a des phénomènes de saturation qui sont très forts. Aujourd'hui, quelqu'un qui a travaillé toute la journée en visio derrière son ordinateur, il n'a pas forcément envie dans sa consommation de continuer le digital. Enfin, voilà. Une fois qu'on a on est fermé toute la journée derrière son ordi, peut-être qu'on a envie de faire 3 courses et d'aller parler à quelqu'un en vrai, j'ai envie de dire. Donc, cette transformation, elle impacte en fait 4 grands leviers. Le premier, c'est l'expérience client, hein, liée à la digitalisation dont on parlait tout à l'heure, avec tout ce qui est analyse, captation et analyse des datas. Elle a un gros impact sur l'expérience collaborateur. Si je tire un petit peu le fil de ce que je vous disais précédemment sur la symétrie des attentions, le modèle aujourd'hui de l'expérience collaborateur, c'est de faire vivre à ce collaborateur comme au client ce qu'on appelle une expérience. Donc, il y a comment on l'attire en amont de sa venue dans l'entreprise, comment on le retient une fois qu'il est là comme un client, et puis après l'expérience, donc pour le collaborateur, c'est après la retraite, mais c'est aussi après le soir, qu'est-ce qu'on lui fait vivre comme expérience particulière. Et donc, ça nécessite d'être parfaitement clair sur cette roue de l'expérience. On travaille beaucoup sur les roues d'expérience client. Hein. Qu'est-ce qu'on donne comme image de l'entreprise avant, qu'est-ce qu'on lui fait vivre pendant. Il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on lui fait vivre autour d'une notion clé dans la transformation qui est l'empathisation. L'empathisation, ce n'est pas la sympathie, hein, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre pour qu'il vive émotionnellement quelque chose. Donc ça, c'est issu de tous les travaux sur le design thinking, où on dit que finalement, pour transformer quelque chose, ça nécessite ce mouvement de passer par l'autre, donc de passer par le client ou de passer par le collaborateur, de se mettre dans sa chaise. Aujourd'hui, il y a des équipes, hein, des comités de direction, des équipes commerciales, des COMEX, qui laissent une chaise vide, qui est la chaise du client et la chaise du collaborateur. Et donc, une fois qu'ils ont défini ce qu'ils veulent mettre en place, leur stratégie, etc., ils disent « Ok, mais si on se déplace 2 secondes côté collaborateur, qu'est-ce que je vois? Et côté client, qu'est-ce que je vois ?» Donc, cette expérience collaborateur, elle passe par… moi, je ne suis pas je ne défends pas le modèle de l'entreprise libérée. Parce que je pense que si je regarde les entreprises qui aujourd'hui tirent leur épingle du jeu, oui, elles ont libéré la parole, oui, elles ont donné de l'autonomie à leurs collaborateurs, oui, elles ont responsabilisé les collaborateurs au plus près du centre de création de valeur, donc de leur activité, mais il y a quand même de la direction. Donc, pour moi, ce n'est pas passer d'un modèle top-down à un modèle bottom-up, mais c'est vraiment l'intrication des deux qui va faire la transformation. Et puis, sur les processus métiers, la transformation, c'est tout ce qui est lié à l'industrialisation des process, évidemment, des process qui soient industriels, par exemple, mais aussi et notamment de tout ce qui est fonction support. Et là, sans doute qu'on va beaucoup gagner en efficacité, notamment sur les achats, sur la finance, pour pouvoir passer d'une vision un petit peu rétroviseur à qu'est-ce qu'on a fait, à qu'est-ce qu'on peut faire en rétro-planification pour se transformer véritablement. Quand j'ai commencé ma carrière chez McKinsey dans le conseil, on faisait beaucoup de programmes qu'on appelait à l'époque des Salesforce Stimulation Programmes, qui consistaient à mettre une dizaine de personnes, commerciaux ou de managers autour de la table, et on leur disait, on ne sort pas d'ici tant qu'on n'a pas identifié des idées qui, cumulées, permettent d'imaginer 30% de croissance l'année prochaine. Donc finalement, c'était déjà très collaboratif, mais avec un grand défaut, c'est que finalement, après ces séances, les idées étaient mises en catégories, évaluées suivant leur impact potentiel et puis leur coût de mise en œuvre. Et ensuite, il y avait tout un plan de déploiement qui était décidé. Et puis, merveille du métier de conseil, on pouvait, pour encore 1 an, 18 mois, 2 ans, accompagner le client dans cette mise en œuvre. Finalement, ce que vous dites, Nathalie, aujourd'hui, c'est que
cette transformation des processus métiers, il passe par un engagement beaucoup plus quotidien, beaucoup plus permanent des acteurs et pas simplement à un moment donné une séance de brainstorming et de génération d'idées qui ensuite sont déployées. C'est finalement un rapport beaucoup plus intime de la transformation avec les collaborateurs au quotidien, c'est ça? Exactement ça, Roland. Il n'y a pas très longtemps, j'étais sur un plateau dans une très grande entreprise qui est un lab d'innovation, hein, et qui est dirigé par un homme qui est ingénieur, donc qui a plutôt un fonctionnement hyper rationnel et qui, au début, quand il a lancé le lab et qu'il dirigeait, pilotait l'activité de ce lab autour d'indicateurs, comme on le fait assez traditionnellement. Et finalement, il a lâché tout ça. Il a lâché tout ça, pourquoi? Parce qu'il dit, c'est exactement ce que vous dites, Roland, c'est qu'en fait, c'est un rapport intime à ce qui est en train de se passer. Il dit, en fait, j'ai gardé que quelques points de repère, pas plus de 5, au lieu d'avoir des tableaux Excel comme on le fait tous là, avec 300 lignes, avec les plans d'action derrière. Il dit, et à partir de ces 5 points de repère que nous regardons régulièrement avec les collaborateurs, le reste, c'est comment on le sent. On n'y est pas. Ça transforme pas. Et en fait, on voit que dans ces modèles de transformation, on passe beaucoup moins de temps sur le pilotage qui ne crée pas de valeur en fait. Oui, il faut des points de repère parce qu'on a quand même au-dessus des gens qui demandent des comptes et qui disent OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a investi, est-ce que ça produit quelque chose ou pas? Bien sûr. Il y a l'idée de ces boucles vraiment de rétroaction permanente qui permettent de faire de l'ajustement au fil de l'eau, ce qui est le contraire d'un programme de change management où on se définit une cible et où on déploie une transformation. Là, ce que ça va produire, c'est peut-être bien au-delà de ce qu'on avait prévu. Michelin, il ne s'était pas dit on va renouveler notre business model via l'introduction de data dans les pneus que nous allons vendre. Ils n'avaient pas eu ça en tête au départ. C'est une petite équipe qui, à force d'essais-erreurs, a développé ça. Ils ont fait des POC et puis c'est devenu le business model de l'ensemble de l'entreprise. Donc, dans la transformation, il y a l'idée que quelque chose émerge qui n'est pas que prévisible. Il faut le piloter, mais de manière légère. L'essentiel, c'est vraiment ce qu'on produit. On est centré et focus sur produire plus que rendre des comptes, ce qui nécessite un fort niveau de confiance a priori. Et alors, dans ce contexte, on a besoin de créer ces conditions. Quelles sont les nouvelles compétences, les nouvelles postures de leadership que doivent adopter les directeurs commerciaux, les directeurs généraux pour accompagner leurs équipes dans ces transformations? Alors, c'est sans doute là la révolution la plus grande, hein, puisque aujourd'hui, on sait que pour que ça se transforme, on doit passer de formes de leadership individuel à des formes de leadership très collectif. Donc, je prendrai pour illustration un nuage des tourneaux. Un nuage des tourneaux, qu'est-ce qu'il caractérise? Vous avez sans doute tous vu des nuages des tourneaux. Donc, il se déplace de manière aléatoire et l'oiseau qui donne l'impulse, on ne sait pas où il est. Il peut être au cœur, il peut être à droite, il peut être à gauche. Et ce nuage des tourneaux, il est mu par deux mouvements. Soit il y en a un qui identifie une proie à aller manger, ils ont faim, ils vont chercher. Soit il y en a un qui identifie un danger, et au lieu de s'échapper et de quitter le danger, ils vont le contourner. Et en fait, ça illustre parfaitement ces nouvelles formes de coopération, c'est-à-dire que celui qui sait ce qu'il faut transformer, comment il faut le faire, c'est peut-être une hôtesse de caisse dans un supermarché, c'est peut-être le directeur marketing, mais donc les gens du dessus, un directeur commercial, un directeur général, leur mission, c'est d'animer cet emboîtement du top-down et du bottom-up. Il ne s'agit pas de tout libérer, hein, toute initiative n'est pas bonne à prendre et n'est pas productive de valeur, ne produit pas forcément de la valeur, mais en revanche, peut-être que ça produit aussi de la valeur. Et donc, ce leadership collectif va nécessiter pour chacun des leaders, hein, puisque c'est à contre-courant de tout ce qu'on a promu pendant des années, hein, il y a le patron et puis c'est lui qui sait. Donc, on donne plus la parole aux autres, en fait. Ce qui nécessite
de très très bien se connaître quand on est un leader aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on veut faire confiance à l'autre et lui laisser la main, ça suppose qu'on soit capable de lâcher. Mais lâcher, ça ne veut pas dire abandonner. Donc ça suppose de se connaître, d'avoir suffisamment confiance en soi, sur ses points forts et d'assumer ses zones de vulnérabilité. Ce n'est pas parce qu'on dirige une boîte qu'on est invulnérable, surtout en ce moment. On est quand même sous les feux de la rampe de situations qui rendent vulnérables, parce qu'on a peur en fait de ne pas y arriver, que le business ne soit pas au rendez-vous, etc. Donc ça nécessite vraiment une connaissance parfaite de soi, enfin vraiment exhaustive de soi, et d'assumer qui on est sur ce double axe de points de force et vulnérabilité. Ça, c'est le premier point. Si je me connais bien, je peux aller vers l'autre dans ce qu'il est, mes collaborateurs, mes managers de proximité, et leur passer le bâton, vraiment leur passer le bâton. Parce que souvent, il y a des mouvements de « je te le passe, mais je le retiens, je te le passe, mais la corde est assez courte et donc tu vas me faire un reporting serré ». Il faut laisser le temps, en fait, de la transformation. Et avoir confiance dans ce collectif nécessite de s'appuyer sur la confiance qu'on a en soi. Et puis ensuite, on a conduit avec deux collègues que sont Franck Bournois, qui est dean de l'ESCP Europe, et Alexandre Tissot, qui est un collègue coach, une étude auprès de 80 transformateurs dans les grosses boîtes françaises implantées à l'international et d'un panel de 800 personnes worldwide sur qu'est-ce qui fait que vous transformez, sur quelles compétences vous vous appuyez. Et donc, pour ça, on a développé un modèle qui dit qu'au-delà de la connaissance de soi que je viens de vous livrer, il y a la nécessité de, vous allez voir que c'est que des retours à des fondamentaux, il n'y a rien de nouveau, de pouvoir innover avec frugalité. Le temps des gros projets où on disait on va transformer, donc ça va nécessiter X milliers ou milliards d'euros, tout ça c'est terminé en fait. On le voit bien par rapport à toutes les innovations digitales, souvent ça part d'un petit POC qui a été fait et qui n'a pas forcément nécessité beaucoup de moyens. Donc ça suppose d'être à l'écoute du terrain, de construire, de développer les équipes et de les laisser prendre des initiatives, par exemple. L'autre point clé dans la transformation, vous l'aurez compris, je l'espère, c'est la relation aux autres dans l'entreprise, mais aussi à l'écosystème. Et là, j'ai envie de dire que s'il n'y a qu'une chose à retenir sur cette mise en relation un peu nouvelle, c'est le concept qui n'est pas très utilisé en France, qui s'appelle la coalescence. Coalescer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire grandir l'autre et grandir avec lui. Donc, par exemple, la relation client-fournisseur, elle est un peu datée aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rentrer dans des formes de relations plutôt partenariales. Aujourd'hui, c'est moi qui t'aide à développer ton business. Le lien, par exemple, entre un grand groupe et une start-up, sur le grand groupe donne du boulot à la start-up, on ne sait pas dans quel sens ça va se faire, parce que peut-être que c'est la start-up qui va faire que le business model de leur grosse entreprise, il va complètement se renouveler. Donc, c'est cette idée de vraiment, je grandis avec toi et tu grandis avec moi. Et puis, il y a l'idée que dans la transformation réelle, elle est visible des clients et des collaborateurs et elle est durable. Donc, dans le durable, il y a le fait que rien n'est permanent et qu'on est toujours amené à pivoter. Donc, ces compétences, on peut les développer. On peut déjà avoir conscience de où on en est et puis après, on peut s'inscrire dans tout un tas de programmes pour les développer. C'est passionnant, on parle d'innovation frugale, on parle d'emboîter le top-down et le bottom-up, de coalescence, de grandir ensemble. On arrive à la fin de cette masterclass. Nathalie, est-ce que vous auriez quelques conseils concrets à donner à nos auditeurs pour mettre en œuvre ce travailler ensemble, ce grandir ensemble? Alors, je dirais que s'il n'y avait que 3 points à retenir, vraiment 3 points clés. Le premier, c'est d'observer et d'écouter les parties prenantes étant les clients et les collaborateurs dès l'amont. C'est-à-dire, on ne définit pas ce qu'on va mettre en œuvre et après, on leur demande ce qu'ils en pensent. C'est vraiment les associer dès l'amont
hein. Le découpage, il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui mettent en œuvre, c'est terminé. Et donc, dans la transformation, on apprend vraiment ça. Ensuite, il y a vraiment l'idée de scénariser l'expérience. Pour que ça marche, il y a vraiment cette idée de l'empathisation. Quelle est l'expérience que je vis? J'ouvre un compte bancaire, je fais une demande de prêt, je vais acheter de quoi manger. C'est quoi l'expérience qui fait que je vais aller à cet endroit, dans cette entreprise, plutôt que dans telle autre? Et ça, c'est tellement lié, en fait, au fait que je vive une expérience également émotionnelle. On le voit bien avec le développement du bio, par exemple, et des circuits courts aujourd'hui. On vit quelque chose, on participe à un écosystème qu'on favorise. Et puis ensuite, j'ai envie de dire que transformer, c'est transgresser. Il y a vraiment l'idée du trans, ce qui suppose de se faire confiance, d'y aller et de maintenir cet effort d'y aller dans la durée. Comme on le sait tous, Steve Jobs, il n'a pas créé Apple en une seule fois. Et son aventure a été faite de tout un tas de cycles heureux et malheureux. Non pas que ce soit forcément un modèle managérial, hein, Steve Jobs, et dans son aventure, il y a quand même l'idée de tenir dans la durée. Donc, voilà, être animé et puis le tenir dans la durée en associant les autres. Et ça, il y a beaucoup de boîtes qui aujourd'hui peuvent témoigner du fait que ça fonctionne. Cette persévérance extraordinaire des grands entrepreneurs. Oui. Alors, vous avez sélectionné quelques ressources complémentaires, RH au quotidien, que vous avez coécrit avec un certain nombre d'auteurs, paru en 2015 aux éditions Duno, un TEDx Great Leaders Transform Organization by Thinking Inside the Box, qui va un peu en opposition avec la grande idée qu'il faut toujours aller chercher des océans bleus et donc penser en dehors de la boîte. Là, au contraire, il nous dit c'est en mettant les mains dans le cambouis qu'on réussit vraiment à se transformer. Donc un immense merci Nathalie pour ce partage. On aura envie de fouiller un peu plus pour voir comment on peut scénariser l'expérience, comment on peut mettre en place de la coalescence. Peut-être ça sera l'occasion d'une deuxième masterclass avec vous d'ici quelques mois. Un immense merci à tous et puis si vous êtes maintenant ouvert aux questions, si vous avez encore quelques minutes avec nous, on sera ravis de prendre quelques questions de nos auditeurs. Vous pouvez directement sur l'interface de GoToWebinar poser vos questions et Nathalie y répondra en direct. Alors oui, Roland et Nathalie, on a quelques questions. On a d'ores et déjà des questions qui ont eu lieu du coup pendant l'intervention. On commence par François. On ne parle que de succès de la transformation, mais quid des échecs? Qu'est-ce qui fait que la transformation ne marchera pas? Alors tout à fait, hein, pour ce webinaire, je préférerais vous parler de ce qui fonctionne, mais c'est un très bon point. La transformation, ce n'est pas un saut de Tarzan. Et donc, on passe souvent par des affres, des échecs plus ou moins cuisants. Je n'ai pas une vision exhaustive sur ce qui fait qu'au final, une transformation échoue, mais ce que je vois chez mes clients, et puis si je regarde un peu la littérature sur le sujet, la plupart du temps, ce qui fait qu'une transformation échoue, et ça, c'est vraiment pas nouveau, hein, les sociologues nous le disent depuis les années 60-70, c'est le fait que les parties prenantes, ceux à qui on s'adresse dans cette transformation, n'ont pas été associés dès l'amont. Donc, on a défini des moyens pour transformer, des axes de transformation, et comme ils ne sont pas associés, eh bien, soit ils n'y arrivent pas, soit ils ne veulent pas, soit les outils ne sont pas adaptés. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui font que si on n'associe pas les utilisateurs de cette transformation, les destinataires de la transformation dès l'amont, en fait, la transformation,
une transformation qui n'embarque pas dès l'amont, elle a peu de chances d'aboutir. Entendu, merci beaucoup. On a Charles-Henri qui nous dit « Un grand merci Nathalie pour cet exposé lumineux. Quelle importance voyez-vous dans la création de sens pour réussir une transformation ?» Alors, avec le développement des entreprises à mission aujourd'hui, on voit bien que, en effet, le sens, et merci pour cette possibilité cette ouverture dans cette question pour dire que le sens, il est très lié aujourd'hui à l'impact écosystémique de l'entreprise. C'est-à-dire, au-delà du business que je fais, quel qu'il soit, c'est quel est l'impact de ce business sur la société, sur l'emploi, sur le développement durable. Donc, ce sens-là, il est essentiel, notamment lorsque on a parmi nos collaborateurs des jeunes dont on voit bien qu'un des premiers drivers motivationnels est autour de la question du sens. Aujourd'hui, pour les jeunes, le niveau de rémunération a pas moins d'importance. Et ce n'est pas aux commerciaux que vous êtes que je vais dire ça, mais la rémunération n'a pas plus d'importance que le sens donné à l'action. Et le sens, ça ne veut pas dire forcément travailler dans une entreprise réputée vertueuse. On peut travailler chez Total qui est en train de prendre un virage vert. On peut travailler chez Safran. Et puis, on voit bien que tous les grands groupes, quelle que soit la nature de leur activité, sont en train de prendre un virage qui a un sens écosystémique ou lié au développement durable. C'est de plus en plus fort, ça, quels que soient les secteurs d'activité. Merci beaucoup. On finit avec 2 questions. Donc Jean, comment gérer la pression pour atteindre des objectifs financiers ou en volume et prendre ce temps avec ses collaborateurs? Alors, je vais faire une réponse de coach qui peut paraître facile, mais plus il y a de la pression, plus il faut ralentir, en fait. Parce que si on suit le rythme de l'entreprise, qui, notamment en situation de crise, va se tendre considérablement pour atteindre des objectifs rapides, etc., on sait bien que ce qu'on va faire dans cette précipitation-là, il y a des chances que ça soit un peu plus de la même chose que ce qu'on faisait avant. Donc, ce temps du renouvellement, il n'est pas facile à prendre parce que l'entreprise et le système poussent à faire rapide, envoyer des signaux rapides de succès. Donc ça fait partie de l'aspect transgressif que j'évoquais tout à l'heure. C'est comment je reste dans le flux de l'entreprise et en même temps, de temps en temps, je m'en extrais pour pouvoir y revenir avec plus de force et plus d'impact sur la performance, la mienne et celle de mes équipes. Entendu, merci beaucoup. Frédéric, cette fois-ci, nous demande « Transformation et multiculturalisme sont-elles compatibles ?» Alors, transformation et multiculturalisme, non seulement c'est compatible, mais c'est éminemment souhaitable, puisque ça, c'est un point que je n'ai pas abordé. Et dans la transformation, si on associe des parties prenantes, il faut une représentativité qui soit très proche de ce qu'on a dans la société. Donc, ça peut être du multiculturalisme, du pluridisciplinaire. Une transformation, c'est éminemment inclusif, puisque si on n'a pas l'ensemble des parties prenantes représentées avec qui on va s'adresser, plus on a de la pluridisciplinarité, des parties pris variées. Par exemple, aujourd'hui, sur des plateaux de transformation dans des grands groupes, on va, même si on est dans l'industrie, on va utiliser un architecte, un Indien qui a une manière différente de penser, avec un mindset très différent. Donc, tout ce qui favorise la pluridisciplinarité contribue à la transformation. La transformation, ce n'est pas un modèle unique. Et donc, plus cette diversité est représentée, et mieux ça marche. Entendu, dernière de ces dernières questions. Comment passer de ces vœux pieux à une réelle mise en pratique dans les grands groupes avec des grands patrons encore très loin de cette remise en question? J'ai bien conscience de ça.
comment le passer en faisant soi-même, en expérimentant des temps avec les équipes pour créer des choses nouvelles qui vont créer de la valeur qui peut être communiquée. Moi, je crois beaucoup à la force de l'exemple. C'est-à-dire que le principe d'emboîter le top-down et le bottom-up, si on n'y adhère pas, les patrons, ils ne sont pas là-dedans, ils sont mis sous pression par leur conseil d'administration. Mais lorsqu'ils vont voir qu'il y a des… Et là, c'est vraiment un retour d'expérience terrain dont je vous parle. Lorsqu'ils vont voir qu'il y a des choses sur le terrain qui fonctionnent, si vous essayez des choses nouvelles, et donc si vous octroyez une partie de votre temps avec vos équipes à produire du nouveau, quelque chose qui se renouvelle et qui, sur l'ensemble des initiatives que vous allez lancer, certaines vont aboutir, communiquer sur des essais-erreurs et des essais réussites, petit à petit permet d'acculturer le haut. J'ai bien conscience que le haut aujourd'hui n'est pas forcément dans ce mood-là et que pour moi, la transformation, elle passe aussi par le mouvement du milieu vers le haut également. Parce que si on attend que le haut soit dans cet état d'esprit, on peut attendre longtemps et donc l'ascenseur, il va rester bloqué entre les étages. Le haut attend que le bas favorise les initiatives, fasse des initiatives, et puis le bas attend que le haut donne le sens. Et donc là, ça ne bouge pas en fait. Ça rejoint beaucoup de messages que font passer les personnes qui sont dans votre siège et qui nous donnent, qui participent au masterclass. C'est le rôle absolument clé du middle management dans ces transformations et j'aime beaucoup votre expression acculturer le haut. Un immense merci Nathalie pour cette leçon magistrale autour du leadership de transformation. On a appris beaucoup de choses, à la fois pour mettre en forme nos idées et notre perspective sur le sujet, mais aussi pour concrètement mettre en œuvre dès demain une nouvelle attitude, emboîter le top-down avec le bottom-up, théâtraliser, scénariser l'expérience collaborateur, l'expérience bien sûr client et fournisseur aussi. Un immense merci pour ce grand moment, Nathalie. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir de recevoir un grand spécialiste de la vente, Nicolas Caron, fondateur du cabinet Halifax, qu'il a récemment revendu, qui est maintenant entrepreneur, qui est CEO de Lève-toi et vends, qui était son premier ouvrage, et il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Lève-toi et prospecte, que je vous engage à commander dès maintenant. Vous allez pouvoir, vous l'avez dans toutes les bonnes librairies, et n'hésitez pas à vous inscrire pour écouter comment remettre vos équipes sur le chemin du client dès maintenant, avec des conseils très concrets. Lève-toi et prospecte, ça sera la semaine prochaine, comme tous les jeudis à 11h30. Un immense merci à tous pour votre fidélité. Un immense merci, Nathalie, pour votre présence aujourd'hui, qui a été particulièrement inspirante. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Nathalie. Au revoir à tous.